Bonjour, merci de l'invitation de DNRJ. Merci principalement à ceux avec qui on a été en contact, donc Julie et Louis, et enchanté de rencontrer les autres. Alors, on est un peu des mauvais élèves, parce que comme on était un petit peu charrette sur notre présentation, on n'a pas écouté tout le début de la journée. Enfin, on a écouté partiellement. Mais on a bien sûr récupéré l'essentiel, je pense. On ne va pas forcément répondre aux choses qu'on a entendues, mais il y a pas mal de points qui sont très intéressants aussi par rapport au projet qu'on essaye de développer. Et on serait ravis qu'on puisse donc en discuter après. En revanche, l'ordre a un peu changé. On ne finira pas par un film et par une présentation de Steven, mais je vais y revenir. Donc, je m'appelle Samon Takahashi, je suis musicien et plasticien. Et après avoir longtemps travaillé sur la forme, même partant de choses plus conceptuelles, mais j'arrivais en général à des formes, donc ça devenait des installations, de la vidéo, des choses comme ça. Je me suis intéressé de plus en plus à l'idée du laboratoire et donc de la recherche dans l'art ou dans la musique. Alors dans la musique, c'est important, je me suis spécialisé dans les musiques expérimentales et dans les avant-gardes sonores. C'est important pour ce qui nous intéresse parce que c'est ça qui m'a mené aussi étrangement à m'intéresser à l'architecture et à développer des projets grâce à mes acolytes Per Hüttner, Steven Whitmarsh, Robert Ostenveld, à développer des projets de musique pilotés par les ondes cérébrales. Donc on reviendra là-dessus, pas forcément en détail, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse sur le projet Neurome. Mais donc le projet Neurome, au départ, ça naît à la fin des années 90, au début des années 2000. Et c'était un peu une réflexion un peu synthétique d'intérêts croisés que j'avais pour pas mal de disciplines différentes, d'une manière totalement empirique, hein. Et l'architecture en faisait partie. Et donc j'abordais l'architecture un peu avec, enfin principalement, même pas qu'un peu, avec un regard d'artiste ou avec une oreille de musicien pour ce qui était du temps, de l'espace, ou comme citoyen lambda, ou habitant, locataire même, pour tout ce qui était question sociale, politique, etc. Et l'idée était et je m'intéressais forcément, c'est ma génération, donc aux nouvelles technologies, et aussi à toute l'histoire des formes, que ce soit la représentation de l'architecture dans la représentation purement graphique, hein, des projets d'architectes, pas forcément réalisables. Et donc, je me suis intéressé à ça petit à petit, et donc j'ai défini cette idée de créer un modèle qui s'appelait le neurome. Donc, jeu de mots un peu évident, hein, donc un habitat neuronal, une maison corticale, enfin, donc un neurome, avec l'idée que ce modèle pouvait servir à réfléchir à la fois sur des questions purement architecturales et après sur des problématiques psychologiques, cognitives, physiologiques, euh, d'interaction sociale, sur les questions de qu'est-ce que veut dire l'intimité, l'extérieur, l'intérieur, etc. Donc, toutes les questions que se posent en général les architectes, mais aussi pas mal d'artistes. Et j'ai élaboré une espèce de base assez simpliste, sans que ce soit péjoratif, mais donc quelque chose qui soit une contrainte lisible et aussi séduisante. Donc le neurome a une forme de cerveau. Donc, ce n'est pas forcément la maison idéale pour tout un chacun, mais c'était l'idée de partir de cette forme-là pour aussi développer des parallèles anthropomorphiques, corticomorphiques, on va dire, avec le cerveau, les différentes fonctions. Donc, est-ce qu'on pouvait dédier un espace au langage, dédier un espace à l'imagination, dédier un espace à l'interprétation visuelle, etc. Donc, c'était de simplifier tout ça et de créer un environnement qui soit une espèce de parallèle avec les fonctions, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, avec les fonctions du cerveau. Et aussi avec les avancées technologiques d'il y a 20 ans, donc avec les promesses qu'on avait et sur lesquelles on pouvait s'appuyer dans des prospectives. Alors, il s'avère que alors ce projet a eu plusieurs formes. J'ai été invité au Japon à présenter
des éléments du projet par rapport à du mobilier futuriste. Donc, par exemple, des meubles à mémoire de forme, des choses comme ça. Et après, j'ai eu une bourse pour le développer un peu plus à Los Angeles. Donc, pendant 6 mois là-bas. Et c'est devenu un site. Et après, c'est un peu périclité, faute de combattants, parce que l'idée, c'était d'inviter d'autres artistes. C'est peut-être une erreur de ma part. J'aurais dû plutôt travailler avec des architectes dès le départ. Mais bon, j'ai invité des artistes. Et il y a peut-être eu un problème d'ego, c'est qu'à un moment, il n'y a pas vraiment de répondants. Donc, il y a une douzaine de personnes qui ont répondu. Et je me suis un peu épuisé parce que j'étais tout seul à m'occuper de ça. Ce qui, voilà, ça n'a pas empêché d'avoir un corpus à l'intérieur de recherche de pas mal de choses. Et donc récemment, à l'initiative d'Enarchy, qui a invité Steven, qui est donc neuroscientifique, qui en ce moment travaille au centre du cerveau, à la Pitié-Salpêtrière, principalement sur l'épilepsie. Bon, il reviendra là-dessus. Et avec lequel on travaille depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur des projets de laboratoires itinérants qui mêlent art, euh, sciences, société, politique et qui invitent aussi des curateurs. Bon, donc, voilà, c'est des espèces de laboratoires itinérants où on invite des gens sur place liés à une problématique donnée qui sont souvent proches de problèmes politiques à la base et comment on va explorer ça à travers la poésie en termes plutôt général, donc musique, spectacle, art, installation et la science, et la sociologie, la philosophie, etc. Donc on s'est rencontrés dans ce contexte-là et de fil en aiguille, donc ça a duré pendant une dizaine d'années, on a beaucoup voyagé grâce à ça. Et on a, avec d'autres acolytes, il y a eu la création d'une espèce de groupe un peu offshore de ce premier groupe-là pour développer donc à la fois un corpus musical autour de la brainwave music. Donc, on utilise les ondes alpha pour piloter des synthés modulaires et donc c'est autour de l'improvisation. En même temps, d'essayer d'écrire une histoire exhaustive de la musique pour ondes cérébrales et aussi un côté purement recherche avec Steven et Robert Ostenveld du Nijmegen Institute, qui est un neuro-ingénieur. Donc, il y a aussi il y a deux branches. Il y a une branche purement artistique qui s'appelle 1 + 1 = 3 et une branche purement technologique qui s'appelle EEG Synth, qui fabrique des boîtiers, des interfaces aussi pour amplifier les ondes cérébrales, principalement les ondes alpha, parce que c'est celles qui nous intéressent dans le cadre de notre recherche sonore. Donc, on en revient au neurome. Steven s'est accolé et a remotivé mon envie de réactiver, de continuer à chercher. Et il s'avère que, donc, en replongeant dans le projet Neurome, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'intuitions qui ne sont pas forcément des inventions. Les choses sont dans l'air, donc ce n'est pas du tout l'idée d'être précurseur ou quoi que ce soit, mais il y avait des pensées à l'époque qui n'étaient que des pensées aussi parce que je n'avais pas forcément les connaissances pour savoir si ça existait ou pas. J'ai découvert des choses après, j'ai découvert des architectes qui travaillaient sur les mêmes problèmes. Donc voilà, c'était purement empirique et des intuitions. Et le fait de rencontrer Steven sur ce projet-là fait qu'on a pu pousser un peu plus en avant les questions purement technologiques et aussi comment ça pourrait exister en fait, c'est-à-dire comment cette utopie est réalisable, pour paraphraser Yona Friedman. Donc, l'idée donc, est de replacer cet objet, le neurome, ce modèle, dans le contexte actuel où la science a développé des technologies qui sont vraiment dans le réel, qui sont applicables maintenant, qui sont appliquées certaines. Donc, il y a des capteurs qu'on imaginait à l'époque un peu c'était de la science-fiction. Maintenant, ils existent. Il y a là dans l'espèce de petit leaflet d'anticipation que vous êtes en train de voir. Il y a des choses qui sont encore de l'anticipation, mais il y a des choses qui existent maintenant, comme il y a quelqu'un qui a fait un éclairage à partir de, de bactéries bioluminescentes. Ça, c'était une idée du projet. Maintenant, ça existe. Donc, comme tout est possible, on n'a plus vraiment de limite à penser demain, puisque demain, c'est dans 3 mois, quoi, en gros. C'est-à-dire quand on voit l'avancée, on verra avec la présentation de Steven, l'avancée en termes d'interface EEG en un an,
c'est l'avancée qu'il y a eu en 15 ans, il y a 15 ans. Donc, en gros, c'est ça, hein. Donc, on finit avec ça. Alors, du coup, en cherchant avec Steven, on a découvert aussi des nouvelles possibilités et des synthèses à partir d'une méthodologie qu'on a élaborée, sur laquelle je vais revenir. On est tombé aussi sur des choses vraiment intéressantes à explorer, comme le BPI, le BPI, qu'on verra plus tard, ou par exemple le volumore, qui est une espèce d'affabulation un peu drôlatique comme ça autour du modulor et de la kinésphère de Laban. Donc des outils aussi de mesure. On s'intéresse aussi donc forcément. Alors qu'est-ce que le neurome? Donc le neurome, c'est ce modèle. Et à l'intérieur de ce modèle, c'est l'idée de construire des éléments qui soient en général kinétiques, qui puissent s'adapter à l'usager, à l'habitant, ou à ses invités, ou à sa famille, et qui puissent être donc non pas contrôlés, mais pilotés par ces ondes cérébrales, en plus des capteurs anthropométriques qui existent déjà, donc la voix, etc., ce qu'on appelait la domotique et ce qu'on appelle maintenant, comment ça s'appelle, Alexia, ou voilà, ce genre de choses. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce on pourrait dire que ça suffit de donner des ordres à la lampe pour qu'elle s'allume. Donc, l'idée, c'est que les mesures des ondes cérébrales nous servent à plusieurs choses. Elles servent à la fois donc, à piloter certains éléments de la maison, mais surtout à donner à l'interface une interprétation sur nos intentions, donc d'anticiper en fait les désirs, c'est-à-dire de nous départir d'être que dans c'est-à-dire de nous départir des problématiques purement pratiques. Donc, si la maison est capable d'anticiper certains désirs ou certaines fonctions, comme, je ne sais pas, je vais vers la porte du placard pour prendre des cornflakes le matin, je n'ai pas cet effort à faire parce que la machine l'a déjà compris. Alors, elle peut l'interpréter avec le behavior recognition. Elle peut interpréter au fur et à mesure des jours que je vais toujours le matin prendre cette boîte de cornflakes dans le placard. Mais là, elle serait capable aussi de comprendre que ce matin-là, j'ai envie de tartines et je n'ai pas envie de cornflakes. Donc, elle pourra anticiper ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir plus de temps libre, d'espace mental libre. Alors, tout ça, c'est une utopie, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de construire, parce que l'idée aussi, c'est d'extraire tous les dangers possibles, tous les tics que ça suppose aussi. À travers ça, forcément, c'est multidimensionnel, c'est interdisciplinaire, enfin, tous ces termes, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On peut pas, je pense, on ne peut pas réfléchir à des habitats ultra-technologiques sans penser à balancer ça d'une manière écologique, parce que la technologie, ça demande de l'énergie. Donc, comment on fait aussi? Donc, je vais exposer brièvement, ou pas, ça peut être un peu long aussi, euh, la structure du neurone telle qu'elle était il y a 20 ans, et après exposer aussi des perspectives. Ensuite, on va montrer, attendez, je vais vous montrer voilà, pardon. Donc, ce qu'on a vu là, c'était une espèce de kit de promotion d'une hypothétique compagnie qui s'appellerait Neurotopian Housing Incorporated, donc qui présenterait des éléments ou des plugins qui viendraient s'adjoindre à la maison existante, donc comme une version 2 du neurome, on va dire, dans 20 ans, en imaginant que le neurome est déjà en activité. Ensuite, on va introduire avec un peu la méthodologie qu'on essaie de mettre en place pour avoir une relecture de ce travail passé et pour remettre en perspective aussi des questions plus sur la psychologie, sur la philosophie aussi et sur des aspects aussi plus politiques. Ensuite, en deuxième partie, on aura une petite séquence sur ce qu'étaient les inspirations, mais aussi ce qui, au fil du temps, est devenu des rencontres, donc les influences croisées, sur un peu la recherche et sur le contexte. Donc, c'est un peu un fourre-tout d'idées qui, en fait, trace un peu quels sont les axes de recherche qu'on a pour créer aussi des,
des découvertes, en fait. En croisant les choses, souvent, on met le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas vu en les prenant de manière indépendante. Ensuite, la structure elle-même, quelques exemples du système kinétique, donc pas forcément des exemples de la mécanique, mais de ce qu'on utiliserait comme capteur. Ensuite, il y a un petit film qu'on a fait qui est une fiction sur une version d'autoplanification comme un nouveau manuel. Donc là, on reparlera de Friedman, mais donc lui, il utilisait les graphes. Nous, on va utiliser le BPI, enfin le EG, pardon, qu'on a appelé BPI pour cette occasion. Donc ça nous sert aussi à ça, ça nous sert à comment finalement un usager peut visualiser, comment on peut lire dans son cerveau la visualisation d'un modèle potentiel d'une maison, d'un habitat, qui ne soit pas forcément quelque chose de fixe. Donc il peut aussi visualiser toutes les modalités de ces transformations dans le futur. Donc on a créé une petite fiction comme ça, assez ancrée aussi dans une esthétique du futur des années 50, 60, 70. Il y a un jeu aussi graphique un peu sur toutes ces époques où on voyait l'an 2000 comme le futur, alors que maintenant, voilà, le paradigme de l'an 2000, il est terminé. Il n'y a plus de science-fiction, on n'est que dans la science. On sait que tout peut advenir, ça prendra le temps que ça faudra, mais on n'a plus vraiment de surprise. Donc, on est assez libre de penser que on peut se permettre et s'autoriser à réfléchir très, très loin. Et on finit par une présentation de Steven vraiment axée sur, alors là, c'est vraiment hardcore science, sur, alors déjà, un topo sur l'électroencéphalogramme et sur les tenants et aboutissants de la recherche du début à l'heure actuelle, sur les équipements actuels et sur les équipements futurs et comment on va pouvoir les adapter dans un habitat ou dans une structure ou pour d'autres, comme les jeux vidéo, par exemple, et quels vont être un peu les capteurs qui seront non invasifs, parce qu'on a toujours cette problématique de la proximité avec la boîte crânienne qui nous pose problème aussi pour la maison. Donc, on va essayer de répondre à ça. Alors, on commence par... comment j'enlève ce truc-là? Parce que ça m'inquiète. Yes. Donc là, par exemple, c'est un graphique qui nous aide, nous, à réfléchir à des... Alors, c'est un graphique, c'est in progress. Hein. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on va essayer de les replacer, on va essayer de comprendre. Donc, on a choisi deux axes qui nous servent à déterminer qu'est-ce qu'on pourrait entendre par espace vital, c'est-à-dire par lieu rêvé, par habitat idéal. Donc, il y a un axe qui est la communauté, donc le social et l'individu, l'intime, et un autre axe qui est lié à la vitesse, à la temporalité, donc à la lenteur et à la rapidité. Alors, il y a des choses qui sont plus en termes de lenteur et de rapidité, qui sont liées à de l'appréciation, mais aussi des choses qui sont liées à la recherche, donc l'avancée de la technologie exponentielle et d'autres choses qui sont... Donc, il y a des oppositions qui paraissent un peu étranges, mais qui, pour le moment, sont plus ou moins équilibrés. Il y a des choses qui vont changer à l'intérieur, mais bon, en gros, ce tableau-là, il nous aide à réfléchir sur pas mal de points et donc à ouvrir des boîtes ou des portes de recherche. Donc, le langage, etc. Est-ce qu'on peut, par exemple, créer des parallèles entre le langage et l'urbanisme ou à l'intérieur même d'un habitat? Est-ce qu'on peut interpréter l'abstraction de certaines langues, en tout cas, comme des espaces à l'intérieur d'un habitat qu'on va mettre ensemble pour créer quelque chose d'intelligible, une phrase. Donc, c'est des petites recherches, ça, des boîtes qu'on a envie d'explorer, qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup exploré, mais qu'on va explorer. Le deuxième graphique, qui est un autre... voilà, qui est un autre outil méthodologique pour avancer, c'est les influences croisées ou les choses vraiment
à creuser, comment les mettre en relation. Donc, sur une croix en 6 avec entre théorie cognitive, symbolisme et psychologie, urbanisme, société, forme et structure, prospective. Et là, je ne vois pas, j'ai un truc devant, j'ai déjà oublié. Where is that? I just need to move it. Ouais, voilà. Et technologie, pardon. Donc, on voit ici, par exemple, dans la prospective, il y a du cinéma, il y a de la science-fiction, mais on a choisi en fait des films où la science-fiction n'est plus de la science-fiction, enfin, où les choses existent vraiment. Sauf qu'elle posait des questions au départ psychologiques et éthiques. Il y a aussi des artistes comme Paul Bury, qu'on verra tout à l'heure, qui fait partie de ce mouvement d'art cinétique. Mais lui, pas plus que d'autres, mais bon, voilà, il m'intéressait plus pour des raisons purement esthétiques. Mais il allait assez loin dans certaines choses qui sont liées à l'architecture aussi. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un tableau qui nous sert et qui va s'amplifier, s'agrandir. Et à partir de ce tableau, je vais donner quelques exemples qui sont plus liés à l'architecture, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Clic. Ouais, j'ai un problème de négation. J'adore la technologie, mais je suis très, très nul à l'utiliser. Alors, par exemple, il y a des thèmes d'investigation sur Simone de Seos, c'était un poète, ça c'est intéressant, c'était un poète, c'est pas du tout un architecte, mais en tout cas, voilà, a priori, il est cité par pas mal de Grecs comme étant celui qui aurait élaboré la théorie des loci, donc la théorie mnémonique des lieux. Donc, ça nous intéressait aussi pour travailler sur des espaces mémoriels à l'intérieur du neurome. Et à partir des théories des mnémonistes, Raymond Lull avait développé un système qui, entre autres, était utile à créer des outils pour mémoriser les choses simplement, mais il était aussi, ça lui servait aussi à confronter, parce qu'il était philosophe et théologiste, donc à confronter ces deux doctrines et à essayer de prouver qu'elles pouvaient s'aligner. Donc, enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait très très long. Donc, il a créé des cercles comme ça où il y a des données et on fait tourner les cercles et on fait corréler des données. Et après, ça donne un résultat, et puis on peut multiplier les cercles, etc. Donc, pour pas mal de chercheurs, il serait un peu à la base de l'intelligence artificielle, par exemple. And the way he thought of it after when he left and the place was burned. Ah, non, ça, c'est Simone de Seos. Ouais, Simone de Seos, pourquoi il a développé les théories mnémoniques de la mémoire, c'est parce que voilà, il était dans un banquet et puis il allait dehors, il a fumé une clope dehors peut-être, ouais. Et ça a brûlé, et tous les convives sont morts, et ça a été le seul donc à pouvoir se souvenir de qui était à tel emplacement, etc., parce qu'il avait photographié et mémorisé ses déplacements pendant la soirée, donc il se souvenait de qui était à quelle place, parce qu'un tel avait du bleu et qu'il était passé devant la statue, dans l'atrium et machin. Donc voilà, bon, c'est censé venir de là. C'est peut-être une légende, mais peu importe. Ce qui nous intéresse là, c'est que ça fonctionne, puisque il y a un renouveau d'ailleurs des mnémonistes depuis 2-3 décennies où il y a des concours, etc. Et ça fonctionne réellement. Donc on peut imaginer que dans un habitat, on puisse adapter ça. Comment? Ça, c'est une autre question. À des espaces et que l'habitat, quand on le vit et quand on le traverse, peut aussi nous aider à récupérer des séquences mémorielles. On peut imaginer évidemment qu'un tel habitat enregistre tout si l'habitant l'accepte et puisse, par des mots-clés, nous retrouver une conversation ou une image qui a été enregistrée dans cet habitat. Ça pose bien sûr des questions complexes. Giordano Bruno, après, va réutiliser les 2 siècles après, presque 3 siècles, va réutiliser aussi le système de Raymond Lull et va le perfectionner. Ça, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, donc forcément, Modulor, tout le monde connaît. La kinésphère de Laban aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la kinésphère, ça a été adapté pas mal dans la science et dans la psychologie. Donc, c'est l'idée qu'on a, d'un côté, on a un étalon de mesure qui sert donc avec un système de proportion.
donc une version de L'Homme de Vitruve par Corbusier. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est plus lié au mouvement et qui est lié à, à notre place dans l'espace à partir du moment où on déplace tous nos membres. Donc, c'est plus lié, c'est plus lié seulement à la taille et aux proportions d'un être humain lambda, parce que ça reste un étalon, donc ça reste quelque chose qui est pour tout le monde. Mais la preuve que c'est un problème, c'est qu'il a changé. C'est-à-dire qu'entre la version de 46, où où le premier modulaire faisait 1,75 m au niveau de la tête, après il a révisé et l'homme fait 1,82 m par exemple. Donc ça suppose qu'il y a besoin que ça évolue. Donc l'idée, c'était de faire non pas un étalon, mais une unité adaptative. Et finalement, pourquoi elle ne serait pas en volume? Pourquoi cette unité adaptative ne serait pas justement le volume correspondant à la kinésphère de chacun? Et ça nous intéresse parce que ça peut permettre de créer des modèles d'espace dans un habitat à partir de cette norme-là. Donc, un peu comme les Japonais font les surfaces, les calculs en nombre de tatamis, on pourra calculer le volume d'un espace en nombre de volumes hors. Pourquoi? Parce qu'en imaginant que l'habitat est kinétique, imaginons par exemple quelqu'un ou n'importe qui dans un état spécifique peut angoisser d'avoir un plafond trop haut. On pourra imaginer que quand il s'assied, le plafond descende avec un ratio égal à X fois le volume de son volume hors, par exemple. Donc voilà, c'était l'idée de partir, d'essayer de trouver une unité de mesure qui nous convienne, qui corresponde à la fois à l'habitant et à la fois à cette idée de mouvement dans l'espace. On ne sait pas, il faudra rechercher là-dessus, mais peut-être que psychologiquement, on se sentirait plus en sécurité ou dans un espace plus agréable s'il correspondait à une multiplication de la mesure de notre kinésphère. Donc ça, c'est un angle, c'est un axe de recherche qu'on a envie d'explorer. Là, notre cher Friedman, donc on connaît bien les travaux de Friedman, je pense, avec Le Corbusier, qui a quand même révolutionné une grande partie de l'architecture de l'après-guerre. Nous, ce qui nous intéresse énormément là-dedans, c'est son principe d'autoplanification. C'est-à-dire de laisser la place à l'habitant de penser son habitat. Alors, ça pose forcément des problèmes aux architectes parce que c'est un peu prendre le rôle de l'architecte, ou en tout cas de l'ego de l'architecte à vouloir construire des belles choses et pour tout le monde, etc. Donc, il faut que l'architecte soit là pour assister l'habitant et lui apporter la fondation, l'ossature et des éléments suffisamment flexibles pour que l'habitant puisse habiter l'espace de ses propres désirs, donc ses désirs architecturaux. Donc, ce n'est pas forcément facile à entendre, mais bon, en tout cas, cette théorie nous intéresse énormément, comme celle de l'architecture mobile, donc qui, au sens de Friedman, ce n'est pas l'idée de l'architecture nomade, c'est vraiment l'idée qu'on a une structure et qu'à l'intérieur de cette structure, les choses sont mobiles dans le temps. C'est-à-dire que l'habitant, s'il a envie de changer, il peut changer. Mais il faut quand même une structure qui, elle, est fixe ou en tout cas avec une mobilité limitée. Donc là, il y a des exemples de ces villes spatiales. Pourquoi? Parce que c'est une utopie réalisable, étant donné que ça a été réalisé par un étudiant qui était très, très intéressé par les thèses de Friedman, donc il le cite dans sa thèse. Moshe Safdie, qu'on connaît tous, parce que c'est Habitat 67, c'est quand même un des monuments de l'architecture. Donc ça nous intéresse en termes purement d'espoir, parce que ça veut dire que ce genre de choses, si on y met la volonté, ça peut aussi exister. Là, ce qui nous intéresse, alors même si les éléments ne sont pas kinétiques, on pourrait tout à fait les imaginer en mouvement. Il suffit qu'ils soient axés et qu'ils soient amovibles avec des systèmes qui sont à notre portée actuellement, en fait. À l'époque, moins, donc ça coûtait très très cher, alors que l'idée, c'était aussi que l'habitat ait un coût moindre. Donc, Friedman est aussi très intéressant sur tout le côté social et économique. Ici aussi, alors quelque chose qu'on
on connaît tous, c'est vraiment toute la prospective, le côté fictionnel d'Archigram, donc avec entre autres le Plugin City de Peter Cook. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est vraiment le côté usine, le côté la ville-usine qu'on veut adapter au neurome, parce que le neurome, ce n'est pas juste un habitat, c'est aussi une usine, c'est une centrale électrique, c'est une centrale de recyclage, c'est une station d'épuration, etc. Donc lui, il imaginait ça pour la ville où la ville était alimentée donc par des grues. On mettait toutes les ressources dans des tubes qui arrivaient soit dans des boutiques, soit directement dans les maisons. Après, ils ont été souvent critiqués, Archigram, parce qu'ils ne pensaient pas du tout on les taxait de capitalistes, parce que voilà, ils ne pensaient pas au coût ni à l'écologie, etc. Mais alors, on voit des choses intéressantes quand on regarde bien ici, par exemple. Là, on voit qu'ils pensaient déjà à partager les ordinateurs. Alors, ils n'avaient pas eu la vision que l'ordinateur serait totalement miniaturisé, parce qu'à l'époque, c'était quand même des pièces entières. Mais bon, voilà, ils proposaient de partager les ordinateurs entre plusieurs entreprises pour donc réduire les coûts, réduire aussi le temps, enfin, qu'il n'y ait pas de perte, qu'un ordinateur pas utilisé, c'était de la perte. Donc voilà, ils avaient pensé à ça. Ils avaient pensé aussi au stopover apartment, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est vraiment c'est le début de Airbnb, en fait. C'est l'idée qu'on a dans une structure limitée, les habitants vont limiter ces accès, mais tous les gens de passage, donc, ils ont des unités stopover. Donc voilà, je viens travailler à San Diego pendant un mois, bon, ben, je vais bénéficier de cette unité. Donc c'est vraiment le principe du swap ou de l'appartement sharing ou du Airbnb. Un autre archigramme, Michael Webb. Donc là, c'est un peu l'inverse. Là, on n'est plus du tout dans la société, dans cette espèce de ville. Là, c'est vraiment le retour sur soi. Et ça revient à cet intérêt pour la kinésphère. Donc, c'est vraiment sur l'individu et sur la mobilité, donc comment l'individu peut transporter avec lui son habitat. Donc, avec deux propositions, le Sutaloon, qui est donc un vêtement qui se transforme en habitat, avec un prototype là, totalement archaïque et magnifique, et le Kushiko, qui est donc un véhicule canapé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il intègre déjà toute la technologie minimum dont on aura besoin. Donc, alors, il ne dit pas son nom, mais on imagine bien que c'est des contrôleurs, un ordinateur, etc. Là, on vient donc aux architectures, à toute le grand corpus d'architecture organique et à la civilisation nuragique. Alors, elle est intéressante parce qu'elle est moins connue que les Phéniciens, les Romains, les Grecs. Et elle est intéressante parce que pour plein de raisons, entre autres pour des raisons religieuses, il n'y avait pas de panthéon religieux, c'était resté très anémique et il y avait un culte de l'eau. Et donc de l'eau et de la femme dans ce culte-là. Bon, l'eau, la femme, bon, bref, on a compris que c'est un peu la même chose. Et donc, ils avaient des sources qui étaient aussi des temples. Donc, on allait puiser l'eau, mais c'était aussi des lieux de culte. Donc, on cette forme-là, qui peut rappeler d'ailleurs assez facilement une coupe crânienne, et avec des puits. Alors, ici, on voit, il y a dans le toit, il y a une ouverture, il y a un petit trou. Ici, on a l'entrée avec un escalier qui descend en forme triangulaire, symbolique assez clair. Et en haut, on a le même escalier, mais à l'envers. Donc, au solstice d'été, il y a un rayon du soleil tombe dans ce trou-là, vient éclairer en son centre la source, et d'un seul coup, ça crée une réfraction très très forte, parce que comme c'est vraiment au centre, donc ça réfracte sur toute la surface du cercle, et ça vient éclairer l'escalier du haut. Et quand on est en bas, notre reflet se retrouve à l'envers dans l'escalier. C'est-à-dire qu'on se voit en train de monter un escalier à l'envers. Donc, il y a toute une espèce d'introspection comme ça, rituelle, qui est complètement dingue. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que cette structure-là est très rectiligne,
alors que les habitats, les nuraghes, donc autour là, entre autres, un fort et puis un silo, sont circulaires. Donc, c'était cette idée de voilà, comment une société gère ces volumes dits euclidiens confrontés à des volumes circulaires. Bon, les nuraghes, c'était en Sardaigne, donc de la plaine, beaucoup de vent, la mer, etc. Donc, on peut imaginer qu'une des raisons de construire en cercle, comme souvent, c'est pour la résistance au vent, pour que les maisons ne soient pas soufflées par le grand méchant loup, tempête, ouragan, etc. Mais une autre chose, alors qui n'était peut-être pas voulue, mais c'est qu'ils n'utilisaient pas de briques. Et les nuraghes, ça commence à moins 1800, donc il n'y avait pas encore le ciment romain très performant. Donc, c'était des pierres qui n'étaient pas forcément bien taillées. Donc, il y avait des tours avec des pierres rondes qui s'attaquent qu'avec le poids. Donc, il y avait des interstices entre chaque pierre. Alors, il y avait une pluviométrie assez basse, donc ils n'avaient pas forcément besoin de colmater. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y avait une circulation de l'air et hyper efficace. Donc, ça a donné, en tout cas, ça a conforté l'idée d'une peau pour le neurone qui serait une peau qui respire avec des micropores et qui, par la même occasion, pourrait être des micro-centrales énergétiques. Donc, on verra ça juste après. Donc, pour rester dans le même thème de la confrontation ou des associations entre angles et éléments circulaires, là, on a deux exemples un peu inverses. Donc, le premier exemple, c'est le X of In-House de Stephen Hall. Donc, c'est un cube qui est traversé par des sections circulaires, un petit peu comme les travaux de Gordon Matta Clark, en fait, ce qu'il avait fait à Beaubourg, enfin, à côté de Beaubourg. Donc, c'était l'idée de prendre des cubes et puis de créer des sections purement circulaires et puis de se retrouver à l'intérieur de cet environnement sans savoir si on est vraiment dans le cube ou dans le cercle, etc. Et avec, en plus, ces ouvertures multiples sur l'extérieur. Donc, il y a des moments où on ne sait plus si on est dehors ou dedans. Et parce qu'évidemment, il y a pas mal d'éléments souvent. C'est une maison écolo aussi, etc. Et les espaces sont intéressants parce qu'ils sont il y a une circulation qui est justement aussi presque initiatique à l'intérieur. Et à l'inverse, on a un exemple magistral d'architecture brutaliste. J'ai pris celui-là parce que c'est une des rares constructions de Virilio, qui est plus connu pour ses travaux sur la vitesse, par exemple, enfin, qui est plus connu comme philosophe, mais voilà, il était aussi architecte. Et là, on est un peu à l'inverse, donc ça pose ces questions aussi. Qu'est-ce que l'intimité? Et c'est une grande question, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup par rapport aux neurones et par rapport à la connexion possible entre plusieurs neurones, comme un network de neurones. Qu'est-ce qui se passe si on partage des informations qui sont prises dans une maison, à quelles informations nos voisins auront accès, etc. C'est des questions qu'on voulait se poser. Donc, l'intérêt de ces deux confrontations, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux. Saint-Bernadette du Branlet est totalement du Banlais totalement hermétique, alors qu'à l'intérieur, elle est solaire, hyper lumineuse, etc. Donc l'inverse vraiment de Ex of In-House. Toujours dans les architectures organiques, anti-Novag. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était la multiplicité des éléments. Donc certains étaient ajoutés quand Pierre Cardin a pris possession de la maison. Mais l'idée de Cardin, c'était que chaque module ait une fonction. Donc, il y a un module, par exemple, qui est dédié à la méditation. Il y a un Bouddha, il y a un fauteuil et puis une grande fenêtre sur la mer. Donc, voilà, c'était l'idée de la modularité. Alors, on reviendra là-dessus parce que, et dans nos travaux musicaux et dans notre façon de concevoir le neurone, le modulaire est très important comme parallèle avec le cerveau lui-même. C'est-à-dire qu'on estime qu'il est quand même que le cerveau est plus proche d'un système modulaire enfin, d'un synthétiseur modulaire, par exemple, analogique, que d'un ordinateur. Et c'est aussi plus facile de concevoir, de penser une maison comme des modules plutôt que de la penser comme un système de circuits intégrés, ce qui est très très loin de l'humain. Donc, voilà, pour des raisons pratiques, on préfère penser modulaire. Donc, les architectures modulaires nous intéressent aussi pour ça.
De la même manière, on a toutes les architectures géodésiques, mais voilà, c'est là ce qui nous intéressait là-dedans, c'est les structures gonflables, parce que c'est des coûts, parce que c'est de la réduction des coûts, c'est des choses que les habitants peuvent faire eux-mêmes. Il peut y avoir des kits de fabrication, ça ne coûte pas grand-chose et c'est faisable en tout cas. Alors, le problème, je prenais cet exemple parce que j'ai un ami qui est propriétaire de la dernière maison bulle de Wallace Neff à Pasadena. Et donc, j'ai visité sa maison. C'est un musicien d'ailleurs, comme par hasard. Et en fait, c'est invivable. Il ne peut rien accrocher sur les murs. À part les meubles qui ont été dessinés à l'origine, il y a une espèce de longue banquette en bois qui est arrondie comme ça. Il ne peut pas mettre de placard. Enfin, c'est un vrai enfer. Et l'acoustique est assez pourrie aussi. C'est-à-dire que les murs ne vont pas jusqu'au plafond. Donc, les pièces, enfin, la grande pièce est séparée en trois comme ça, avec des murs qui laissent de l'air au-dessus. Donc, et la voûte répercute tout. Donc, en fait, ce qu'il a fait, derrière, il a construit un énorme cube qui est son atelier. Mais quand il revient de son cube, il est très content d'être chez lui parce que du coup, là, chez lui, il médite, etc. Mais il est incapable d'y travailler ou d'y vivre la journée. Donc voilà, ça, c'est les limites de ça. Ces limites-là, elles ont été plus ou moins réglées par la Bubble House de Zimmerman parce qu'à l'intérieur, en fait, il va reproduire des murs, donc des hexagones, des octaèdres, etc. Donc il y a des parois planes. Toujours dans les architectures organiques, là cet aspect-là, c'était l'aspect camouflage, comme l'intégration dans la nature, et aussi le côté de la circulation. Donc, on voit par exemple dans cet exemple appelé vernaculaire d'un village italien, on a une double circulation. On a donc des rues, des chemins, et on a aussi la circulation par les toits qui sont à la fois les toits, mais aussi le devant de la maison qui est lui-même le toit de l'autre, etc. Donc on peut aussi circuler par là. Et là, il y a une analogie assez intéressante à faire avec le cerveau et avec l'adaptabilité du cerveau à trouver des nouveaux chemins quand un chemin se trouve bloqué. Donc on a pas mal d'exemples, par exemple, de tumeurs qui, par exemple, bloqueraient ce chemin-là et le cerveau va s'adapter et va pouvoir passer par là. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi à travailler dans la maison pour les circulations. Comment faire pour que les gens ne se croisent pas quand ils se sont disputés. On peut imaginer que l'intelligence artificielle donnera une réponse à ça et ou alors les aidera à se réconcilier ou les forcera peut-être à se croiser à un moment donné. Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut explorer autour de la circulation, de la vitesse de circulation, des axes, comment on peut la changer, et après aussi pour tout ce qui est cognition, de créer des embûches comme on trouve dans des maisons de retraite au Japon. Il y a des maisons de retraite cognitives où on crée des embûches, où les sols se transforment d'un jour sur l'autre pour que les gens ne puissent pas s'adapter trop vite et donc qu'ils aient besoin au contraire de se réadapter continuellement et de ne pas s'habituer. Pardon. Là, c'était un autre exemple d'architecture organique, mais ce qui nous intéressait là, c'était l'utilisation du terrain comme matériau constructible, donc de faire avec ce qu'on a sur place. Donc voilà, il creuse des trous, à partir de la terre, il fait un mélange, il crée un béton qu'il injecte, et après il extrait le reste et ça devient une espèce de fourmilière, comme ça. Donc un autre axe très important, c'est la kinétique. Donc là, je trouvais ça assez amusant, ce parallèle entre les cinétisations de Paul Bury, plus connu pour ses sculptures cinétiques, qui sont en général magnétiques, pour des fontaines aussi, et c'est assez magnifique. Il a fait de la musique aussi. Et il est un peu moins connu pour ses collages, et donc il y a toute une série comme ça de découpages. Donc il travaillait avec un photographe, c'est pas lui qui faisait les photos, et qu'il a appelé cinétisation. Donc ça a commencé au début des années 60, et ça a duré, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, là, on a la tour Montparnasse et là, on a une tour à Chicago. Et là, on voit finalement que, un demi-siècle après, David Fisher est presque, c'est pas encore construit, mais apparemment, les pourparlers avec Dubaï vont dans le bon sens. Donc, est presque en train de construire sa Dynamic Tower, qui est une tour dont chaque
étage peut pivoter sur elle-même d'une manière indépendante. Alors que là, la modélisation, elle rend pas ça. On a l'impression qu'il y a une torsion qui ralentit un peu ici. On voit que ça peut être indépendant. Donc, ce n'est pas la première tour où les éléments tournent sur eux-mêmes, mais ce qui est assez beau, c'est que c'est des éléments anguleux. Donc, il y a un effet visuel assez délirant. Donc là, on fait de la recherche sur tous les systèmes kinétiques et la mécanique kinétique. Là, j'ai ressorti un projet d'un étudiant de l'école de Bourges à l'époque du neurome, donc, qui avait fourni toute une étude sur des articulations de murs ou d'éléments constructibles. Là, pareil, disons que c'est la recherche actuelle sur des éléments. Ah non, ce n'est pas actuel, d'ailleurs, 2011. Alors maintenant, j'imagine que vous le savez, là maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des éléments pneumatiques où on va créer des ensembles de blocs et puis on va les activer par l'air. Et ça marche assez bien. Alors maintenant, il faut les adapter à des grands bâtiments et comprendre comment ça peut fonctionner sans trop de perte d'énergie. Et on finit par un travail que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et donc qui est assez proche et qui était un peu dans la même période, parce qu'ils ont commencé en 99, sur justement une maison qui aura des extensions au fur et à mesure de la vie de ses habitants et avec justement des adaptations de l'environnement par rapport à l'âge qu'ont les habitants pour les stimuler cognitivement. Donc, les plans. Donc voilà, on est dans une forme forme corticale, cortipomorphique, avec 6 niveaux, enfin 7 si on compte le sous-sol. Donc un premier niveau où... alors l'idée, c'était de définir aussi des fonctions psychologiques à chaque niveau. Donc, on peut imaginer que le premier niveau, il y a une entrée un peu comme ça, introspective, où on fait le point, on rentre chez soi et on passe par un couloir aveugle. C'est un sas, quoi, comme un sas de décompression, où on laisse derrière soi ce qu'on a vécu, puis après, on arrive donc vers un palier, un entresol, un niveau 0. Là, il y a un axe. La maison peut bien sûr pivoter, et c'est aussi l'axe où il y a toute la distribution des fluides, des gaz et fluides. Là, on a un espace polyvalent, mémoriel, stockage. Là, on a un garage, donc un garage, c'est un garage, ça peut être des canoës, des vélos. Donc le couloir transitionnel, on en a parlé. Un espace inhabitable polyvalent. Ensuite, on arrive à ce palier, donc avec une entrée qui, elle, donc, serait plus pour les invités, pour de réception, donc, et pour la livraison, etc. Donc, adaptabilité, c'est-à-dire adaptabilité au monde extérieur. Et ici, on a une pièce qui est une pièce qu'on ne connaît pas forcément, qui est une pièce, qui est un espace de l'inconscient profond, qui est une pièce qu'on peut découvrir au fur et à mesure dans la maison, et donc qui est forcément extensible, rétractible, etc. Alors, Père, tu me disais qu'il y a une zone dans le cerveau, alors ça, c'est totalement un hasard. Mais... Oui, I mean, it reminded me of blind sight when you have the occipital pole lesioned, for example, by a tumor, that because we have two visual pathways, one via the occipital pole, which is analyzed in detail and corresponds to our conscious perception, we have an unconscious route as well. And so people who might think and might like consciously be blind by damage in this region, if you would throw them a ball, they would still catch it. You know, it's the phenomenon of blind sight. So, yeah. Donc voilà, il faudra trouver le moyen de rencontrer cette pièce. C'est un peu le Graal de sa propre maison. Donc là, on a le premier niveau de sociabilité, avec un grand espace de salle à manger, cuisine, espace social, salle de jeu, ce qu'on veut. Là, on a donc l'arrivée par le sous-sol, et ici, on a l'arrivée par l'entrée occipitale qui arrive donc directement au niveau de l'espace social.
Alors, tous ces espaces-là sont multiniveaux. Ils peuvent aussi devenir plans et ne former qu'un seul niveau, comme cet escalier aussi peut s'abaisser. Donc, on peut avoir un niveau totalement plan. Ici, on a un cercle rétractable et potentiellement expansif. Donc, ça veut dire qu'on a un plancher cinétique. Alors là, c'est pareil, il y a énormément de manières de faire. C'est des problèmes techniques qu'on est en train d'explorer. Donc là, qui sert à la contemplation, à la conversation, au repos, etc. Cet espace-là, par exemple, lui, peut être enregistré. On peut limiter l'enregistrement des conversations à cet espace-là si l'usager le désire. Mais ça peut être utile. On peut retrouver des notions, des conversations. Là, on a un espace polyvalent et imaginatif. Une salle de bain, des chiottes, enfin, voilà, des trucs, rangement. Ici, un deuxième niveau qui est lié. Alors, évidemment, c'est une projection d'une maison idéale, donc c'est une maison de riche. Hein, c'est l'idée qu'on ait les moyens d'avoir ce qu'on veut. On n'est pas en train de penser à un Tipeee. Donc là, c'est l'idée, c'est comment, à travers ce modèle-là, on va pouvoir faire de la recherche autour de la kinétique, etc. Ce n'est pas forcément la maison de mes rêves. Voilà, je voulais que ce soit clair. Donc là, ici, c'est pareil, on a deux espaces, deux hémisphères. Donc, on a un hémisphère qui est vraiment l'espace spéculatif, qui peut être ce qu'on veut, un dojo, un atelier, un dance floor, avec un petit escalier. Parce que l'idée, c'est aussi pas que ce soit forcément grandiloquent, donc qui est attractif, hein, ça peut redevenir plan. Comme ici, on a un escalier, un spinal staircase, donc un escalier en colimaçon. On n'est pas très pour les ascenseurs, finalement. Ici, on a un espace de contemplation qui peut être une assise très, très longue ou un espace où on peut déambuler. Là, on a une unité de production modulable, donc qui peut être qu'une seule pièce ou plusieurs. Ça peut être rétractable, ça peut se déplacer. On peut imaginer que les murs peuvent se déplacer sur des axes magnétiques au sol et au plafond, se plier sur les mêmes axes aussi, donc avec des contraintes, des limites. Et ici, de la même manière, on a une unité d'habitation qui peut être pour nos invités, pour nos enfants. Voilà. Le dernier étage, donc ça, c'est toujours le rêve de l'architecte, c'est d'avoir son penthouse au dernier étage. Donc, c'est l'intimité, l'onirisme. C'est l'espace où on dort, où on rêve, où on fait l'amour, où on est avec soi ou avec des personnes très choisies. Donc, comme c'est chez soi, on peut vraiment avoir les toilettes au centre de sa chambre. On s'en fout, quoi. Et voilà, pourquoi pas avoir un lit sous une bulle de verre, sous la fontanelle, en fait, où on est avec les étoiles. Donc, on en a fini avec la structure. Là, on a forcément une coque autour avec des capteurs photovoltaïques et des capteurs de pression, la bulle de verre, une terrasse et une coque télescopique. Au sous-sol, on a donc tout ce qui est usine. On a alors un énorme truc qui s'appelle le fluidware, qui serait donc la mémoire, le disque dur, mais tout ça dans un liquide avec des nanocomposants. Un liquide avec de l'antigel, bien sûr. Enfin, bon, bref. Là, on a donc vraiment l'ordinateur central, le traitement des données, et c'est ce qu'on appelle les autonomous electronic mechanical entities. Donc ça, c'est vraiment l'idée générique du neurome, c'est que chaque habitant, en fait, a une espèce d'avatar dédié qui donc s'occupe de mesurer en permanence à la fois ses mouvements, mais ses ondes cérébrales pour anticiper que ce soit ses mouvements, ses chutes, par exemple, ses désirs, lui rétribuer des souvenirs qu'il aurait oubliés, l'accompagner, surveiller, parce que ça posera aussi des questions purement médicales ou physiologiques sur qu'est-ce qui se passe quand on est ivre ou qu'est-ce qui se passe quand on a une déficience ou une pathologie mentale qui surviendrait, etc. Donc voilà, It would be like Alexis. You will have an Alexis, but it's yours.
Like it is the personality adapts to you, Voilà. the memory adapts to you. It's not a one AI fits all. It's an AI Dedicated AI. dedicated AI. Et pour chaque membre de la famille et pour les animaux aussi, en fait. Si le chat, d'un seul coup, il veut plus de saumon, ben, l'AI va comprendre. Traitement, recyclage des fluides, bon, bref, tous les principes écologiques qu'on peut imaginer. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est pareil, on fait des recherches autour de ça, mais ça va être très long. Donc, la structure kinétique. Donc, les murs extérieurs, donc on a trois, comment on dit, trois couches. Donc, on a une couche qui s'appelle le Duramat, une couche qui sont les Excel, donc on va en parler juste après, et une couche d'un squelette cinétique. Donc, le Duramat, c'est un PVP. Alors, le PVP, c'est le Perfect Wallpaper, donc, qui est fait de matériaux composites. Donc, forcément, c'est très flexible, c'est très solide. Il faut qu'on invente ce matériau. Hein. Forcément, on ne l'a pas. Et derrière, on a les Excels. Alors, les Excels, c'est donc des modules avec des capteurs. Donc, chaque module, là, en l'occurrence, ceux de l'extérieur, il y a sur un hexagone, on a 3 modules qui sont donc une cellule photovoltaïque et 3 autres qui sont des capteurs de pression, donc qui réagissent par exemple à la pluie. Et en fait, maintenant, ça existe. Donc voilà, depuis 2-3 ans, c'est produit en Chine. Donc voilà, maintenant, c'est possible, en fait. Donc, à l'intérieur de ça, on a plein de capteurs, tous les capteurs qui nous sont utiles. Donc, on a un compteur Geiger, un capteur sismique, un capteur atmosphérique, moléculaire, light spectrum, de la fibre optique, parce que forcément, ce qu'on voyait avant, c'est que dans le Duramat, on a aussi un système d'écran. Donc, on a à la fois une caméra et à la fois des fibres optiques qui vont projeter ce qu'on veut. On peut changer la couleur de la maison, mais on peut imaginer que les vidéocaméras qui sont de l'autre côté de la maison vont envoyer cette image-là du côté face. Donc, on peut rendre la maison transparente, par exemple. Voilà, un sonar sur la distance pour éviter qu'un oiseau vienne s'éclater sur la vitre. Enfin bon, bref. Donc voilà, si on sent que l'oiseau vient s'éclater, on a un signal qui va lui faire peur, il va faire dévier sa course. On peut avoir plein de choses comme ça. Alors la pluie, on n'a pas envie de la dévier parce qu'on va récupérer l'eau de pluie, donc on garde la pluie. À l'intérieur, là au centre, on a un port, donc c'est poreux. Et dans ce port, donc, on a un système à la fois d'aération, de circulation de l'air, mais aussi un système d'énergie qui, imaginons, pourrait peut-être suffire à l'alimentation des capteurs extérieurs, peut-être. Donc voilà, un système simple avec un cil, une bulle, une plaque de cuivre, un condensateur. Donc tout ça multiplié par quelques milliers. Ensuite, on a les planchers qui sont un peu sur la même structure. Donc avec une structure cinétique assez haute, parce qu'on doit pouvoir imaginer qu'on puisse creuser le plancher assez facilement et qu'il puisse aussi générer des formes d'une certaine hauteur. Donc on peut rentrer dans une pièce et soit penser qu'on a envie de s'asseoir, soit un système de comportement va reconnaître qu'on a envie de s'asseoir et quelque chose va monter pour accepter notre assise. Ça peut être aussi un récepteur de chute. Il y a plein de possibles autour d'un tel plancher. Au-dessus, on a un Excel très flexible parce qu'il va falloir que ça épouse. Donc, il y aura des contraintes, il y aura des limites purement physiques, hein, forcément. Donc, on ne pourra pas avoir un guéridon trop pointu. Hein. Il y a des formes qu'on ne pourra pas forcément avoir tout de suite. Une couche d'absorption des chocs
une couche de sanitizer, comment Sanitizer, voilà. Sanitation. Voilà, quelque chose qui auto-nettoie. Et un autre écran, donc avec l'idée d'un trixel qui serait l'idée d'un pixel tridimensionnel sur une surface très très fine. Donc on pourrait avoir des images 3D un peu partout à l'intérieur, dehors, et sur les murs et au-dessus. Ensuite, on a donc le hexel du plancher, donc avec une surface magnétique. Là, c'est pour le guidage des éléments muraux, la cinétique des murs. Donc, on a vraiment un mapping, un grid comme ça, magnétique, qui va... on peut avoir des templates, on peut avoir quelque chose de prédéfini. Tiens, j'ai des invités, je veux que ma pièce soit comme ça, et bim, il va recréer des murs, il va créer un couloir vers les toilettes, par exemple, je ne sais rien, il fait ce qu'il veut. On a une surface chauffante et une surface à pression. Donc là aussi, on a des sensors, des capteurs moléculaires. C'est bien pour le nettoyage, des capteurs de température, un ioniseur, de circulation de l'air et aspiration de l'air, et un détecteur de fluide avec aspiration, et de la fibre optique. Donc la fibre optique est, elle, nourrie par ce qu'on appelle le phosphiber, qui est donc un liquide phosphorescent qui est alimenté par nos déchets, ce qu'on avait vu dans le prélude. Les murs internes, donc sur la même base, donc je passe ça très vite, avec donc le perfect wallpaper, le papier peint parfait, donc une bande magnétique pour isoler, avec des composants statiques, d'adhésion statique. Un deuxième niveau avec cet écran en nanotrixel, et un troisième niveau avec une surface protective transparente, antibactérienne, ignifuge, etc. Donc là, pareil, une quantité de capteurs. Là, on va s'arrêter sur un parce que c'était une idée un peu amusante. C'était l'idée de capteurs, donc de son, donc un capteur de fréquence audio et un capteur de correction. Mid-range et high-range. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'on a des invités, on a une conversation, et puis ça arrive, hein, il y a des gens qui ont des voix qui peuvent être un peu insupportables parce qu'ils ont beaucoup de haut médium. Et là, du coup, on ne s'entend plus parler, ou ça rend les gens un peu tendus. Donc, on peut avoir donc, des correcteurs comme ça qui vont envoyer des contrefréquences pour égaliser les fréquences gênantes dans une conversation, par exemple. Et du coup, la conversation à plusieurs peut devenir beaucoup plus productive parce que personne ne va être gêné par une fréquence un peu pénible. C'est une possibilité, en tout cas. On a un optomètre, donc ça, Steven va nous en parler. C'est un EEG non invasif, donc qui capte les ondes cérébrales sans contact direct avec la boîte crânienne. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est que des capteurs aussi de pression. Hein. Et on a voilà, facial recognition, on a bref, tous les capteurs dont on aura besoin pour nourrir en fait l'information des AMS, de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et, on a des capteurs moléculaires, mais on a aussi du spray moléculaire. Donc on peut envoyer des odeurs de synthèse, hein, si on veut. C'est pratique dans certaines situations. Donc là, je vais passer la main à Steven qui... Non, pas du tout, d'ailleurs. C'est après ça. Oui, absolument. Donc là, on va présenter un petit film qu'on a fait à partir d'une interprétation des modèles d'autoplanification de Friedman. Voilà, qui serait, voilà, c'est comme, en fait, on se met à la place d'un futur habitant, et il est dans le bureau de Neurotopian Incorporated, Neurotopian Housing Incorporated, et on va voir comment on va lui produire et lui proposer sa maison à partir des mesures qu'on va faire sur cette personne. Donc, je vous laisse avec cet enregistrement dans les bureaux de Neurotopian Housing Incorporated. Okay, so this will We be about just 20.